on a fait appel à Jdo, qui est un institut. On aurait pu peut-être voir autre chose d'autre côté. Il faut poursuivre le bloc politique, il doit vous accorder la primatie peut-être à quelqu'un, à un bureaucrate, un technocrate plutôt, pardon, et ne pas le donner à. C'est à ce niveau-là. À part les droits de l'homme, à part les matières de droits de l'homme, le régime politique, la démocratie, c'est beaucoup plus. Vous n'accordez pas beaucoup de place les forces politiques internes. À mon sens, ce sont vous parlez aussi de l'institut qui a fait, donc, c'est pas la nouvelle constitution, c'est pas l'impact de l'Union européenne, vous le dites, c'est le printemps arabe qui a fait ça, parce que vous le demandez au niveau de l'opposition interne, et on ne trouve pas d'écho de la part donc, du pouvoir. Alors là, donc voilà, donc, finalement, c'est vrai, donc il y a un existant, donc il y a un travail que nous avons entre les mains, mais j'aurais aimé que pratiquement vous essayiez de profiter de ce temps-là pour combler le vacant. Parce que je connais, vous avez comme beaucoup d'étudiants, donc il y a un certain nombre de limites. C'est l'occasion qui nous a donné pour combler ces limites. Il fallait donc, dans le monde des choses au sérieux, donc suivre les conseils de Shafi'i. On doit veiller, une détermination. Personne واجتهاد, un effort. L'Internet, ce n'est pas un effort. On connaît beaucoup d'étudiants, dans nos étudiants, vous n'êtes pas la seule. Moi, je lui dis, écoutez-moi, et ne prenez pas ça, c'est des critiques, je veux c'est des critiques constructives. Parce que ça va vous servir, parce que par la suite, vous allez avoir un titre, vous allez confronter des difficultés, vous allez peut-être avoir des difficultés à répondre à certaines situations données, parce que finalement, si quelqu'un avait raison, les autres sont. Alors, c'est une responsabilité helvétique. On est passé par là, Donc, c'est l'occasion. Peut-être d'abord, vous allez avoir le titre, vous n'allez pas dormir sur votre oreille droite, comme on dit, non, là, il faut continuer à lire. Parce que même avec la thèse, vous allez passer les concours où ce n'est pas évident. Pratiquement, vous allez accepter, parce qu'on ne juge pas la plénétique. On juge la prestation, que ce soit écrit ou oral. On a conseil donc de tenir compte de ces critiques, de ne pas, ce n'est pas pour vous accabler, c'est pour vous édifier. Donc, vous êtes mon étudiant, on a maintenant un passé d'une quinzaine d'années pratiquement ensemble, et je vous invite, je vous conjure pratiquement d'essayer de reprendre ces choses-là, ou reprendre à titre reposer maintenant même votre travail, essayer de lire avec un stylo rouge, ou sur les choses qui ne sont pas pratiquement voilà. Là, pratiquement, c'était une faille, là, c'était une chose-là, et essayez de le comprendre, parce que vous avez le temps pour le faire, et je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le professeur Nazouini, pour cette intervention qui ne me surprend pas. Vous connaissant, merci pour ce discours sur la méthode, à la manière de Descartes et autres. Merci pour ces observations réactualisées. Merci pour cet appel à une remise en cause. Et merci pour l'éclairage que vous avez apporté à cette thèse, même si, comme moi, avec tant d'autres, on le sait, une thèse est un travail, est une œuvre jamais achevée. C'est une œuvre inachevée. C'est une clé pour les exigences, pour répondre aux exigences de la recherche et du savoir scientifique, qui n'a pas de fin.
mais qui tire sa substance de la double éthique weberienne, celle de la responsabilité, de l'éthique de la responsabilité et de l'éthique de la conviction, qui interpelle tout chercheur et qui lui indique absolument quel est le moule dans lequel une recherche consciencieuse, une recherche scrupuleusement scientifique devrait verser. Je suis convaincu que mademoiselle Siramen-Gad a pris à sa juste mesure, à leur juste mesure, toutes ces appréciations critiques que vous avez pu formuler à juste titre et légitimement. Si tu permets, 30 secondes. Oui. Alors là, pour vous dire, je vais vous donner 30 secondes la conclusion de mon rapport de soutenabilité. En définitive, toute recherche comporte souvent, voire toujours, quelques petites parts, tout le monde. Mais, comme vient de le dire mon ami, mais elle demeure toujours perfectible. Cette thèse obéit à cette logique et mérite d'être assurée. Mais la perfectibilité, on est toujours là. Il faut toujours penser à ça. Voilà, merci beaucoup. Donc je passe la parole au professeur Youssef Assifiri et je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à dire. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je me réjouis d'être présent parmi vous dans ce que je dis, de cette discussion. Et en même temps, j'approuve et je rejoins entièrement les remarques formulées par mon collègue Ahmed concernant certains aspects du travail. En même temps, je voudrais rappeler que notre rôle n'est pas de glorifier un travail, mais d'éclairer le candidat à se rendre compte, à prendre conscience des embûches et des obstacles de la recherche académique. Toutes les remarques qui ont été formulées peuvent servir à l'avenir à éviter certains obstacles, certaines embûches. Alors, je reconnais que la candidate a fait un effort. L'amélioration de son travail, entre la première version et la deuxième, il y a un effort qui montre qu'il y a une volonté d'approfondir certains aspects de son travail, de trouver des hypothèses convenables à vérifier dans le cadre de son travail. Elle a utilisé, s'est appuyée dans son travail sur une masse énorme d'informations factuelles et normatives. Des informations qui touchent au sujet de la traité. Et en même temps, elle a fait l'effort de comparer le Maroc avec d'autres États concernés par l'espace méditerranéen, comme la Turquie. Et en même temps, comparer deux entités qui nous lient avec la rive nord de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Union européenne et l'UPR. C'est un effort louable, même si la candidate n'a pas analysé les contradictions et la distance qui sépare l'Union européenne de l'UPR, qui est un projet finalement chimérique. C'est un projet qui n'a pas abouti à un fonctionnement normal, tout simplement c'est la parité totale de tous les organes créés par cette entité. Vous traitez le président français, l'édificateur. Sarkozy, le président français, c'était l'initiateur du projet, non pas l'édificateur. Vous avez cité une bibliographie très riche. Une bibliographie insuffisamment, malheureusement, exploitée. Vous avez, à titre d'exemple, je peux vous citer deux ouvrages. Le premier, c'est l'ouvrage qu'a mentionné mon collègue Ahmed Moutni
Bertrand Bati, le développement politique, et un autre ouvrage, édité par un collègue marocain, le défunt Mohamed Lotouzi, et non pas Ahmed Lotouzi, complicité dans l'intitulé de l'ouvrage, c'est Destinée démocratique, analyse des perspectives du Maroc de politique. La lecture de tels ouvrages aurait permis, et pour vous inciter à construire un cadre de référence théorique pour votre recherche et surmonter les difficultés de la méthode pluridisciplinaire que vous avez annoncée à l'introduction, pour pouvoir évaluer précisément le processus d'intégration du Maroc dans l'espace hors méditerranéen. Alors, concernant ce cadre de référence, il est d'une importance capitale pour un chercheur de formuler des définitions préliminaires pour pouvoir entamer sa recherche. Vous avez fait usage de multiples concepts qui restent complètement vagues au lecteur de votre thèse. Vous avez parlé, par exemple, du contrat social à la Rousseau. Vous avez parlé de la responsabilité de la bourgeoisie marocaine dans le processus d'intégration du Maroc à l'espace hors méditerranéen. Et surtout, vous avez intitulé votre thèse « Le développement politique au Maroc et l'espace hors méditerranéen ». Or, le concept de développement politique exige une réflexion critique. C'est un concept forgé au départ par la sociologie américaine dans les années 60 avec Rostow, et qui est un concept qui constitue un objet de multiples manipulations idéologiques. C'est-à-dire qu'on utilise ce concept pour tout simplement confondre modernisation et démocratisation et considérer qu'il y a un progrès continu, une modernisation continue sur le plan institutionnel pour les États du tiers-monde qui adoptent certaines réformes partielles en matière économique et sociale. Alors, votre postulat de départ, c'est que le Maroc a connu un progrès continu que vous avez mentionné dans votre thèse, mais que vous n'avez pas analysé d'une manière suffisante. Et le deuxième phénomène, c'est le phénomène de dépendance. Dans tous les États du monde, le Maroc ne jouit pas suffisamment d'une autonomie politique qui le rend un partenaire jouissant d'un échange égal avec les puissances européennes. Alors, concernant le premier phénomène, c'est-à-dire la domination patrimoniale, il faut clarifier certaines choses que vous avez mentionnées dans votre thèse. C'est un concept d'abord qu'il faut rappeler qu'il y a une distinction radicale et une différence radicale entre la première forme et la deuxième forme. La domination légale rationnelle ou rationnelle légale et la domination patrimoniale traditionnelle. Et le pire, c'est que vous avez lié votre concept de domination légale rationnelle au thème de démocratie hassanienne et de l'alternance royale. Or, c'est incompatible. On ne peut pas avoir un régime se basant sur une rationalité légale avec un régime se basant sur le pouvoir
qu'une personne. Et comme selon la conception de Moulay Alaoui, c'est le roi qui est au centre de toutes les décisions émanant du dans le cadre de cette démocratie hassanienne ou de cette domination patrimoniale, tous les appareils de l'État sont soumis à la volonté du roi et de son entourage. Là, vous aurez pu utiliser et exploiter le travail fait par mon collègue Mohamed Medeni et son ouvrage intitulé Paysage politique du Maroc. De manière plus précise, quand vous citez l'alternance gouvernementale qu'a connue le Maroc avec Youssef Ben, c'est l'alternance de gauche, il fallait faire un effort d'appréhension, d'analyse, en montrant tout simplement que cette alternance n'a pas élargi la participation des citoyens marocains et n'a pas participé à la promotion d'un réel changement fait par tout le monde, par tous les chercheurs. Il fallait constater aussi que les élites marocaines, même à partir de cette alternance, n'ont cherché qu'à se protéger. Leur plan d'action, leur politique publique ne visait finalement qu'à améliorer certains aspects partiels de l'économie marocaine ou de la vie sociale, mais cette volonté de réforme était suffisamment limitée pour empêcher et pour éviter toute transformation profonde de la réalité sociale. Ainsi s'explique en particulier les hésitations, l'ambiguïté, les limites de la des politiques publiques de modernisation malgré l'obtention d'un statut avancé par le Maroc. Le deuxième phénomène qui n'a pas retenu votre attention, c'est le phénomène de dépendance. Alors, cette dépendance se fait sentir à tous les niveaux par rapport à l'Europe, et surtout vis-à-vis de la France et de l'Espagne, les anciennes puissances colonisatrices du Maroc. Cette dépendance implique, comme je l'ai dit, la réduction de l'autonomie politique et confie l'élite nationale dans une position de client passif. De client passif n'ayant pas la capacité de faire ses propres choix libres de toute contrainte face à la nouvelle forme de puissance politique représentée par l'investissement. C'est l'élément fondamental qui nous relie à l'Europe. La puissance de l'Union européenne en tant que grand espace économique vise essentiellement, comme les États-Unis, comme la Chine, à substituer la prise des terres par la prise financière, par le moyen de l'investissement dans les secteurs les plus rentables. On ne cherche pas n'importe quel secteur, on cherche les secteurs les plus rentables financièrement. Le fait de négliger cette action des formations prédatrices, c'est-à-dire qui cherchent à exploiter au maximum par le moyen du capital financier mondialisé, je ne dis pas européen, je dis mondialisé, aboutit bien sûr à réduire le champ de votre problématique et par là même à limiter les horizons de votre méthode d'analyse qui repose sur deux principes simplificateurs.
Le premier se rapporte à la confusion entre énoncé normatif et pratique effective. Le deuxième élément simplificateur réside dans l'idéalisation de la politique européenne en matière de démocratie et de droits de l'homme. On idéalise trop le rôle européen. Alors, concernant les aspects défectueux de votre méthode d'analyse, je vais me limiter à quelques remarques. D'abord, pour l'obtention, pour expliquer, vous avez fait un effort d'explication pour expliquer l'obtention du Maroc d'un statut avancé. Vous avez insisté lourdement sur l'évolution constitutionnelle du royaume et les instruments juridiques adoptés par le Maroc en matière des droits. Il y a même des réquisitions. Dans chaque chapitre, on trouve le thème de l'évolution constitutionnelle et des réformes en matière de droits. Or, un chercheur, et ça c'est pour vous éclairer à l'avenir, ne se contente pas de reproduire le contenu des documents, mais il doit procéder à leur analyse qualitative et non pas quantitative. Alors, analyse qualitative. Selon une réflexion critique, bien sûr, parce qu'il arrive souvent que les grands textes, d'abord, ils peuvent être équivoques, ils peuvent revêtir un caractère ambigu et confectionnés pour servir tout simplement comme belle façade, comme une belle carte de visite pour les dirigeants d'un État. C'est une pratique très courante dans les États africains. Dans le cas du Maroc, c'est légitime, on peut toujours supposer que les grands textes adoptés représentent des symboles de bonne volonté de la part de leurs auteurs. À titre d'exemple, la Constitution de 2012. On peut supposer qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer les choses, de réaliser une réforme effective sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel. Toutefois, pour vérifier scientifiquement cette allégation et la crédibilité de cette hypothèse, il faut évaluer concrètement le degré de réalisation des promesses contenues dans les grands textes qui engagent le Maroc. Vous savez que le grand reproche actuellement que fait l'Europe au Maroc, c'est de ne pas avoir adopté encore les lois organiques prévues par la Constitution. C'est le dernier appel de l'Europe, c'est-à-dire que voilà, le Maroc a une constitution, mais comment on peut concrétiser cette constitution sans loi organique? Afin de réussir une telle opération, l'opération d'évaluation concrète, la candidate aurait pu établir un bilan des réalisations marocaines à la lumière des objectifs définis par les instruments du statut avancé. On a bien défini ces objectifs. Qu'en est-il aujourd'hui? Or, malgré la programmation indicative pour la période 2007-2013, qui accorde au Maroc plus d'1,250 milliard d'euros, somme énorme, pour financer la réforme de l'administration et du système judiciaire, les résultats sont assez peu flatteurs. Assez peu flatteurs. On traîne. Tous les secteurs traînent parce qu'il n'y a pas réellement une volonté sincère donc, pour un changement à réalité. Avant les événements politiques de 2011 et du printemps arabe, les principaux rapports des organismes internationaux, que ce soit la Banque mondiale, le Monétaire international et toutes les instances internationales, s'accordent pour reconnaître que le climat des affaires classait le Maroc loin derrière la Tunisie.
particulièrement pour la protection des investissements, ce qui intéresse les Européens, la voie de la justice, le respect des contrats contractuels et la fiscalité. Parce qu'on a des textes, mais ce sont des textes complètement ambigus, interprétés d'une manière divergente selon les directions régionales, et par conséquent, ça crée une instabilité pour les investisseurs. Et ça crée un manque de sécurité juridique indispensable pour tout investissement. C'est pourquoi j'aurais voulu que vous parliez le Maroc avec la Tunisie, mais non pas avec la Turquie. La Turquie, c'est une puissance économique mondiale. Il occupe le 10e rang sur le plan économique. Donc, c'est difficile de comparer la situation au Maroc avec la situation en Turquie. On aurait pu mieux le faire en comparant tout simplement le Maroc aux pays voisins, comme la Tunisie, parce que c'est un pays qui me ressemble, mais qui a fait plus d'efforts pour pouvoir jouir de l'aide au développement accordée par l'Union européenne. Et je vous remercie.